Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Euphonie. Euphonie, c'est le podcast des gens qui réfléchissent trop, mais qui aiment bien en parler beaucoup. Donc aujourd'hui, nous accueillons deux invités qui sont Eva Belgarbi, bonjour Eva, Bonjour. et Julie Guédon, bonjour Julie. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la fiabilité et de l'autorité des sources dans différents domaines qui sont, pour ma part, la partie création de contenu pour le web, notamment dans le domaine du marketing, Eva sur la partie recherche et Julie dans le domaine de l'actualité, l'information. Eva, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, déjà merci beaucoup de m'accueillir, de me laisser la parole. Moi, je suis ravie d'être là. Donc je suis Eva Belgarbi, je suis doctorante en histoire de l'art, donc je suis, chercheuse, mais je diffuse aussi mes recherches, sur les réseaux sociaux, mais aussi via un carnet hypothèse, donc une sorte de blog scientifique, en ligne. Merci. Julie, c'est à ton tour. Eh ben, moi aussi, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je suis journaliste, j'ai, travaillé pendant 7 années à Radio France. Maintenant que je suis retournée en Normandie, je travaille beaucoup avec le Club de la Presse sur l'éducation aux médias et sur, l'enquête au niveau local. Merci. Merci beaucoup. On va démarrer dans le vif du sujet parce que, nos auditeurs, on sait, n'ont pas un temps de cerveau disponible forcément extrêmement long pour nous, même pour nous alors qu'on est génial. Du coup, j'aimerais bien commencer par le début. C'est, la fiabilité au niveau de fiabilité des sources. Hem, à l'école, quand on nous apprend à faire des exposés, par exemple, on nous dit: «Faites un exposé, allez faire des recherches, prenez des sources, citez-les». C'est aussi ces moments-là où on essaye d'apprendre un peu, qu'est-ce qu'un plagiat et qu'est-ce que citer quelqu'un. C'est plutôt intéressant. Mais ça nous permet finalement de peut-être de mettre en perspective ça. De mon côté, je sais chez moi, on encourageait beaucoup le fait d'aller dans les CDI ou dans les bibliothèques municipales. Est-ce que vous avez, dans vos expériences, après on est un peu la même génération, mais, hem, où est-ce qu'on vous emmenait finalement pour faire vos exposés? Eva, par exemple? Moi, c'était le CDI et la bibliothèque municipale, clairement. Et on me disait aussi toujours de commencer par le dictionnaire. Donc je crois que j'ai gardé aussi cet amour, de la définition et ouais, pour mes exposés, j'allais à la bibliothèque, municipale, j'allais même pas à la grosse médiathèque, de la grande ville et en même temps, c'est vraiment là où tu es complètement, prise par la main et où on t'apprend aussi, vers quels ouvrages, t'orienter, quoi. Donc oui, moi je garde surtout je sais pas, cet attachement, de la primaire ou du collège, au papier, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Enfin, dans mes souvenirs, tu vois? Ou sinon, c'était aussi des fois, je demandais à ma mère, par exemple, pour des exposés en SVT, comme, elle était pharmacienne, j'avais des super infos, je ramenais des boîtes de médicaments vides. Voilà, c'était super. C'était ma source fiable. Et Julie, chez toi? Pareil, alors moi, j'avais pas de grande ville, donc il y avait que la médiathèque, de la petite ville, puis après le CDI, au collège et en fait, c'est vrai que c'est bien parce que du coup, on a quelqu'un pour nous aiguiller lorsqu'on se pose une question. La personne va connaître les livres qui sont présents et on a quand même eu assez vite accès à internet avec, Copernic. Je sais pas si vous vous souvenez de Copernic pour faire des recherches, et Encarta et cetera et c'est vrai que du coup, moi je me souviens, je pense en 4e, 5e ou 4e peut-être, quand on travaillait sur les mouvements sociaux, on commençait à avoir accès à des sources, digitales aussi et on nous faisait faire des exposés thématiques et donc dans ces cas-là, ça arrivait aussi que les enseignants et les professeurs nous fassent rencontrer des experts. Donc des professionnels comme, la maman pharmacienne d'Eva en fait, du coup des gens qui pouvaient un peu nous éclairer après avoir défriché le sujet. C'est ça que j'en garde un bon souvenir. Donc peut-être un peu moins sur le papier, mais plus proche des gens qui pouvaient aussi nous permettre d'approfondir un sujet. Finalement, tout ça, c'est un peu, en fonction des personnes, par qui on a été entouré au niveau scolaire. Ouais, tout à fait, ouais. Enfin, si tu personne, s'il y a personne qui t'emmène chez un expert,
Mmh. peut-être que Ou tu fais tu pas sais venir même pas que l'expert c'est à possible, la dans la quoi. classe, c'est ça, tout à fait, Ouais, ouais, ouais. Après c'est sûr, enfin, pour le coup, c'est hyper chouette, mais je sens quand même ce tronc commun du CDI et des bibliothèques Mmh. municipales, où il y a certainement un côté, éducation où on nous apprend à aller chercher des sources papier, ce que j'entends, et puis des sources, qui ont été publiées. Il y a un peu ce côté, ouais, il faut qu'il y ait personne, elle ait été publiée, donc elle est entre Mmh mh. guillemets «subi» des validations un peu successives. Alors que, aujourd'hui, j'ai l'impression que 2023, c'est un peu la on a un peu raccourci le chemin, ou en tout cas enlevé des étapes. Je pense notamment à des étapes, enfin des choses plus directes où des experts, des personnes, peuvent qui se connaissent dans un sujet, peuvent s'exprimer d'elles-mêmes avec internet, par exemple. Mmh. Ça va Heu, au-delà d'internet, je pense, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi plus facile d'être publié que par le passé. Moi qui suis beaucoup sur la cuisine, je vois le nombre de personnes qui publient des bouquins de cuisine sur des thématiques, qui parfois sans aucune, validation, ils laissent, de belles bêtises, parce que y compris le circuit de validation de la publication a été modifié et facilité, j'ai envie de dire, mais pas forcément dans le bon sens toujours. Ouais, je suis assez d'accord avec cette analyse, moi je le vois aussi dans mon domaine. Moi je l'ai pas précisé, mais je travaille, enfin, en gros, moi je fais de l'histoire de l'art et j'utilise, les études de genre comme méthodologie. Donc c'est-à-dire que je vais par exemple beaucoup parler de femmes artistes, mais aussi de rapports de genre et de stéréotypes de genre. Et c'est un peu défini comme un sujet à la mode en ce moment, mais quand je dis à la mode, c'est-à-dire que, ça dépasse, le côté scientifique. C'est-à-dire que des gens, que ce soit sur, Instagram, Twitter ou quoi, s'emparent aussi de ces sujets-là, dans une perspective féministe, par exemple. On le voit beaucoup sur les réseaux, on va réhabiliter, telle ou telle, femme peintre, telle ou telle sculptrice, donc on va, hem, communiquer dessus en prenant un peu, des sources piochées ça et là, et des fois ces personnes en font des livres. Et moi j'étais assez choquée de retrouver, des livres de ces personnes qui ne sont pas expertes, dans des bibliothèques, par exemple, dont, la Bibliothèque, nationale d'histoire de l'art, aux côtés, de bouquins, par exemple écrits, par des chercheuses, qui ont fait des thèses, qui sont maintenant, en poste, qui sont au CNRS. Donc voilà, mmh, c'est bah, derrière ça, en fait, peut-être qu'ils ont pas le même, travail que vous, quelque part. Étant donné que ces gens qui éditent des livres, je dis n'importe quoi, le féminisme, sur les artistes, femmes, dans le milieu de la peinture, du 19e. Sujet totalement inventé aujourd'hui, qui n'est pas très original d'ailleurs, mais finalement, les éditeurs, leur travail, c'est de vendre des livres, hein. ouais. Est-ce que c'est pas une facilité aussi pour vendre des livres de passer, par des gens qui ont déjà une certaine notoriété grand public, surtout si ce sont des livres qui ont pour but d'atteindre un grand public, et parce qu'ils se disent que ces gens-là, vont se charger peut-être un peu facilement de leur promo. Ils sont surtout si ce sont des personnes qui sont entre guillemets «influenceurs», créateurs de contenu en général, ils sont déjà outillés pour faire de la promo. Heu, Ouais, en fait, ouais. c'est ça. Et je pense que, tu vois, autant le fait que ces livres existent, moi, ça me dérange pas. Enfin, déjà parce que, bon, chacun fait ce qu'il veut, et surtout, je pense que ça peut parler à un grand public, effectivement, un public non spécialiste. Mais moi, ce qui me choque, en fait, vraiment là-dedans, surtout, c'est que, bon, déjà, tu as des facilités pour publier en fonction du nombre de followers que tu as. Et surtout, c'est des livres vraiment qui se retrouvent dans des bibliothèques, spécialisées, qui s'adressent à des étudiants, en fait, qui tendent vers une spécialisation dans ce domaine-là. Alors qu'en parallèle, tu vois, enfin, après moi je suis d'accord au niveau des sources, c'est là, à mon avis, où il y a quand même un enjeu. C'est regarder, dans quelle maison d'édition ça a été publié, qui, a accompagné ce projet éditorial, et puis à nouveau, qui est, la personne qui publie. Si, dès, je sais pas, la quatrième de couverture, on te dit que c'est, enfin, on te donne le hâte de l'instagrammeuse ou de l'instagrammeur,
sans, forcément, détailler, je sais pas, d'autres productions, écrites ou d'autres productions, je sais pas, scientifiques, bah, là, tu sens que c'est pas, une publication que tu vas utiliser, par exemple, je sais pas, pour citer dans ton mémoire, de fin d'études, quoi. Faut Mais un il y a peu quand même documenter, sa propre fiabilité? Ouais, bah, c'est ça. faut ouais, faut faire, faut quand même faire super attention. Moi, si jamais je mets mon Twitter sur une publication, ça va pas être la même chose que si je mets mon enfin, qui en plus est sous pseudo, ça va pas être, le même contenu que, si je mets, mon prénom, nom, et mon rattachement universitaire, sur une autre publication. Enfin, ça va pas être le même contenu parce que je vais pas Julie de aller vers le même public. Julie, de ton côté, quand tu dois faire un article, un dossier, comment tu vas chercher les gens que tu souhaites interviewer? Enfin, comment tu les choisis, voire même comment tu exclus des personnes, en fait, potentiellement? En fait, ça va dépendre, de l'urgence qu'on a à réaliser un article. J'ai travaillé dans l'audiovisuel, donc je sais que par moments, on doit être très rapide et c'est ce qui fait qu'on se retrouve parfois avec, des, interlocuteurs qui sont en fait le bon client ou la bonne cliente qui, a la bonne formule et qui intervient un peu partout. Donc c'est bien de l'avoir, pour ça, en tout cas, on nous demande d'eux, donc on essaie de l'avoir parce qu'on sait que cette personne, elle va s'exprimer correctement, qu'elle va, être peut-être plus disponible puisqu'elle a déjà été et cetera et cetera. Ça, c'est pour quand c'est de l'urgence et c'est ce qu'on retrouve souvent, sur les médias télé. Du coup, on a un expert qui un jour il est ce qu'on appelle les hologues. En fait, un jour il est climatologue et le lendemain il est spécialiste en aviation et le surlendemain il est spécialiste en vaccination. Donc, pour caricaturer. Donc ça, c'est la partie, le travers un peu. Maintenant, quand on a le temps de creuser, ce qui se passe, c'est que on va commencer par défricher, une actualité, parce qu'on fait un sujet par rapport à une actualité. On va essayer de défricher ce qui est dit au niveau universitaire. Est-ce qu'il y a des études qui ont été publiées récemment sur la question? Est-ce qu'il y a il y a des personnes qui se sont exprimées sur le sujet? Est-ce que dans d'autres médias on en a parlé? On va commencer comme ça à identifier. Par exemple, voir que, l'IFREMER, qui est un peu l'institut, de référence autour des questions maritimes aujourd'hui. Ils en ont traité, ils en ont parlé, ok. On va contacter ces instituts, donc avec les contacts presse. Eux nous recommandent des gens. Voilà, je voudrais discuter avec vous, par exemple, de l'efflorescence algale sur les côtes bretonnes actuellement liées au pic de chaleur. Est-ce que ça a un lien, etc. Et ils vont nous dire, bon, bah, la personne pour en parler, c'est tel ou tel universitaire dans tel centre de recherche. Ça, c'est la partie quand on a le temps, parce qu'il faut le temps de les contacter, il faut que le temps qu'eux nous donnent les bons interlocuteurs, qu'on les contacte, qu'on cale un rendez-vous, qu'on prenne le temps de faire l'interview, de se rencontrer, qu'on retraduise tout ça. Éventuellement qu'on fasse relire, parce que dès lors qu'on est avec des experts, on essaie quand même de vulgariser ce qui est expliqué par ces experts, et par moments, c'est pas toujours évident pour nous. Moi, je suis pas experte en algues, et donc je vais peut-être mal comprendre quelque chose. Donc ça, plus ensuite la publication. Ça, c'est facile quelque part. C'est facile parce qu'on se base sur une étude universitaire ou pas sur un chercheur. Dans ces cas-là, ça se fait plutôt bien. Dès lors qu'on arrive sur des thématiques un peu plus société ou alors qui vont pas toujours être traitées, c'est un peu plus complexe. Il faut trouver des témoins. Ces témoins, c'est qui? Quand c'est un fait divers, c'est facile en fait. Les témoins sont les personnes qui ont vu l'incendie ou les voisins ou les personnes qui ont vu un accident de la route ou les personnes qui connaissaient les victimes dans les cas de crimes. Ça va être des choses comme ça. La police, l'enquête, les avocats, dès lors qu'on arrive sur du judiciaire, ce sont des sources qui sont des sources plutôt fiables entre guillemets parce qu'elles sont proches de ce qui s'est passé et bon avec des éléments différents. Le témoin sera jamais aussi fiable que la personne qui a vécu l'action. Parce que le témoin a vu une partie, mais il n'a pas tout vu. La personne qui a vécu l'action, elle a tout vu, tout entendu. Le policier ou l'avocat ne pourra pas tout révéler, va révéler des choses qui seront à son avantage. L'avocat va défendre son client. De fait, un avocat de la défense va pas dire les mêmes choses qu'un avocat de l'accusation, partie civile, etc. Donc, on aura des éléments différents. Le témoin va dire ce qu'il a vu ou ce qu'il croit avoir vu, et parfois, ce qu'il a vu ou ce qu'il croit avoir vu qui peut lui servir. On a le cas, là, très récemment, de cette femme qui a été retrouvée, et en fait, c'est son époux qui, visiblement, savait où elle était. Et donc, dans ces cas-là, il a passé 48 heures sur les plateaux de télé. Peut-être qu'il aurait dû passer un peu plus de temps à être auditionné par la police avant. Et c'est des choses comme ça qui sont toujours un peu délicates. Il n'empêche que lui, dans sa façon de s'exprimer sur les médias, et ça c'est intéressant, c'est que il était plutôt sur le côté il faut qu'on la retrouve, etc. Je ne sais pas où elle est. Ce que je veux dire, c'est qu'il a un enjeu. Il a un enjeu à s'exprimer de cette manière-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit toujours garder en tête quand on interroge des gens, surtout sur des sujets qui ne sont pas des sujets
carrés universitaires, déjà établis et cetera et même sur des sujets universitaires. Un universitaire qui va répondre à des questions, va répondre à des questions par rapport à son travail. Son travail, il est fait par rapport à des hypothèses auxquelles il répond, donc il a un intérêt à ce que sa vérité soit la vérité qui soit, disséminée à tout le monde. Donc c'est là où même les sources universitaires ne sont pas forcément toujours fiables et on essaye, nous, de toujours garder ça en tête, d'où l'intérêt de croiser, recouper, poser la question à différentes personnes. Quelqu'un est mis en cause, ben, on va essayer de contacter cette personne pour savoir quelle est sa version des faits. Et moi, on m'a souvent appris en école de journalisme et puis par l'expérience que finalement, en fait, entre la vérité de l'un et la vérité de l'opposant, la vraie vérité, elle est quelque part entre les deux. Parfois, c'est équilibré, parfois, c'est pas équilibré. Et c'est là toute la difficulté de la source. Et c'est tout l'intérêt de ne jamais avoir une source unique quand c'est possible. Ce que j'entends, c'est qu'il y a un aspect, où en fait on est tous biaisés, quoi. Bien sûr. Même avec la meilleure intention du monde, sans forcément avoir, caché le corps de sa femme. Mais en fait, on est tous biaisés quelque part et ça me rappelle un peu ce truc, sur les interviews d'enfants, hem, où finalement l'enfant lui, quand on lui pose une question, il va aussi, est-ce qu'il veut bien répondre à la question? Mais qu'est-ce que bien répondre à la question? Est-ce dire la vérité ou est-ce dire ce qui va plaire à la personne en face? C'est Parce que aussi ce qui se parfois passe un avec les enfant adultes. voilà, ouais, C'est aussi ce qui se ouais, passe avec les adultes. Moi, je vois souvent des questions, des interviews, quand je pose la question, je vois la personne en train de me répondre ce que j'attends que la personne me réponde. Et donc, ça m'arrive souvent de leur dire, attendez, là, vous êtes en train de me dire ce que vous pensez que je veux. Moi, j'aimerais oublier ça, oublier le micro, oublier mon calepin. Racontez-moi vraiment ce qui s'est passé. Et c'est difficile parce que la personne va se dire, il faut que j'ai l'air intelligent ou il faut que je réponde bien, ce qui est aussi la même chose pour l'enfant. Et ça crée déjà un biais. Puis on a aussi le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est que quand on ne fait pas attention, on va orienter nos questions, on va orienter la recherche de nos sources et on va aller vers ce qui nous paraît cohérent. Et on va un peu oublier la contradiction de ça. Et ça aussi, c'est quelque chose qui crée un biais supplémentaire. mmh. Dis-moi Eva, comment tu fais quand tes témoins, ils sont morts? Ben, après moi enfin, c'est juste pour revenir sur ce que vous disiez sur le fait d'être biaisé, il faut savoir que, bah, par exemple, dans la recherche, on est aussi, biaisé, c'est les savoirs situés. C'est-à-dire que, moi, je produis là enfin, dans ma thèse, je produis beaucoup d'hypothèses, mais c'est aussi, des hypothèses qui sont formulées grâce à ce que j'ai lu, les sources vers lesquelles je me suis, dirigée et c'est aussi un parti pris, en fait et c'est pour ça que souvent mais alors, que ce soit pour les sciences humaines ou même, pour, ce qu'on appelle les sciences dures, même si ça n'existe pas, tout ce qui est maths, et cetera, on est forcément biaisé et c'est jamais, objectif. Mais ça, c'est quelque chose qu'on tend à oublier de temps en temps, même, quand on interroge des experts ou des personnes, voilà, avec un certain bagage, de publication et de savoir. Ce sont des gens qui sont enfin, on est toujours biaisés déjà parce qu'on est des humains et puis même dans la méthodologie de la recherche, en fait. On s'inscrit dans des courants, méthodologiques et donc on fait forcément des choix. On va privilégier, tel ou tel, corpus, par rapport à un autre et moi l'avantage, d'avoir, enfin l'avantage, moi j'ai toujours tendance à dire que, j'aime bien travailler sur des artistes qui sont morts, parce que, mine de rien, même, quand tu travailles sur des artistes, vivants, l'entretien, même si ça a vraiment, ça je pense que Julie, saura l'expliquer beaucoup mieux que moi, mais l'entretien, tu as aussi tout un déroulé et effectivement, les gens en face de toi, l'artiste en face de toi peut aussi, bah, te dire des choses pour qu'après on se souvienne de lui ou d'elle, de telle ou telle manière. Donc c'est aussi une façon de forger son image. L'avantage de travailler, sur les personnes, mortes, les artistes mortes, du 19e siècle, c'est que, alors je dis pas qu'on a plus d'objectivité parce qu'en fait, on est hyper aussi tributaire des sources qu'on va avoir. Moi, par exemple, je travaille sur, des sculptrices de la fin du 19e siècle. J'ai un corpus de 50 artistes, il y en a, je sais pas, peut-être 4-5 pour lesquels on a, des archives, des lettres, de la correspondance et sinon les autres, c'est vraiment beaucoup plus compliqué d'aller chercher, telle ou telle source, même des fois leur date de naissance. Donc le peut-être l'avantage que j'ai, c'est que j'ai moins de comptes à leur rendre finalement, parce que quand tu es face à des artistes vivants ou vivantes, il y a quand même un rapport aussi, qui s'installe. Moi, je suis très contente de ne pas avoir, ce rapport, mais
Ouais, enfin, ça pose aussi la question, de l'accès aux sources. Moi, je retrace pas les biographies de chacune de ces artistes. J'essaye de voir, comment est-ce qu'elles s'insèrent, dans mes hypothèses, si elles les confirment ou non. Mais des fois, c'est un peu compliqué, donc ça demande, beaucoup de patience et beaucoup de créativité aussi. Ce que je vois, il y a un côté, en commun entre vous 2, c'est l'aspect, disponibilité de la source, soit par sa propre disponibilité parce qu'on a un peu plus de temps pour chercher, pour aller chercher des gens différents, peut-être qui sortent un peu des sentiers battus, des personnes déjà beaucoup interviewées ou beaucoup accessibles, du temps pour croiser les informations. Eva, de ton côté, peut-être la disponibilité, bah, des informations elles-mêmes. S'il y a pas d'archives, il y a pas d'archives, tu vas pas inventer des trucs. Et puis, ouais, on peut pas, bon, il y a finalement un côté de spectre des sources possibles. Moi, de mon côté, sur la partie, création de contenu sur le web, en fait, il y a eu des déclarations de Google assez officielles quand ils ont lancé ce qu'ils appellent le EAT. EAT, c'est pour expertise, autorité et heu et j'ai toute confiance. Récemment, ils ont même rajouté un autre E, pour, expérience. L'expérience des gens, pas Mmh. l'expérience, est-ce que ta page web charge vite? Heu, qui compte aussi, mais bref. Mais au final, j'avais fait des recherches là-dessus et c'est vrai qu'il y a un côté, notamment sur le web, via les réseaux sociaux, mais aussi via Google, parce que typiquement, par exemple, Google, son premier travail, c'est un peu d'essayer d'indexer toutes les pages du monde et de les classer dans un certain ordre en fonction de la réponse qui serait la a priori la plus adaptée pour ta question. Mais il y a un ce genre de mission, de défi technique d'aller classer toutes les pages du monde à la base et ce que je vois, ce que je constate, enfin je suis pas la seule à le constater, hein, il y a plein de gens qui ont vu ça, c'est, hem, que ça crée une illusion, de l'illimité parce qu'on se dit: «Internet finalement est illimité, c'est le monde entier, c'est tous les gens de la terre entière qui publient». Heu, donc ce qui apparaît en première page ou ce qui apparaît, un peu plus loin et potentiellement si j'ai un peu plus de temps pour regarder, il y a vraiment cet aspect où, puisque j'ai accès à l'illimité, donc ce que j'ai recherché, ce que j'ai vu, a priori, c'est le plus pertinent parce que c'est le plus pertinent par rapport à la totalité de l'information qui est publiée en ligne. Mais pourtant il y a des bulles dont on n'est pas forcément conscient parce que, l'expérience l'aspect expérience de l'utilisateur voulant être optimisé, tu as tout ce qui est cookies, suivi, profilage de personnes, publicité ciblée, le fait que, les résultats peuvent être orientés par rapport à ton historique, toutes ces choses-là, ta localisation typiquement et donc ça et même les réseaux sociaux où on va finalement, s'abonner à des gens qui nous intéressent. Certes, il y a des gens qu'on peut bloquer parce qu'on s'engueule avec eux, mais aussi qu'on peut bloquer juste parce qu'on les aime pas. Mais finalement, on nourrit un peu ces bulles. On nourrit ces Mmh. bulles et je pense que c'est totalement comme ça que naissent, les complots les plus farfelus parce qu'en fait, ce sont des gens qui restent c'est un entre-soi qui devient, qui est informel et c'est un entre-soi virtuel, mais qui existe. Et comme il est virtuel, il est pas tangible, peut-être qu'on en a moins conscience et peut-être que c'est plus dangereux, je sais pas. Mais, il y a un peu cet aspect-là et finalement, connaître les bonnes sources, je trouve, sur internet, c'est vraiment très compliqué. Moi, par exemple, j'ai des réflexes, mais qui sont des réflexes de personnes éduquées par rapport à ce sujet, de personnes intéressées par le sujet, donc je me suis aussi auto-éduquée en allant, voir, les différentes méthodes de chacun et chacune pour, voir, comment elles font et essayer d'avoir moi-même mes propres outils par rapport à ça. Et puis tout simplement de personnes qui travaillent dans le milieu, et donc disposent même des outils techniques, des choses pour essayer de soit de m'ouvrir le spectre, soit justement de le restreindre pour, exclure des choses que j'ai identifiées comme étant pas intéressantes pour moi. Mais j'ai cette capacité-là. Je sais pas si quand on était au CDI, par exemple, parmi les trucs qu'on apprenait, je pense que vous avez appris ça au CDI, en vrai, c'est d'utiliser les opérateurs de recherche dans le moteur de recherche et au niveau grand public, très peu de personnes ont conscience qu'ils peuvent utiliser ça dans Google. Mmh.
Même certains professionnels le savent pas et c'est fort dommage pour eux, mais c'est un véritable outil et on peut aussi l'utiliser dans les moteurs de recherche des réseaux sociaux. C'est ce que je fais régulièrement, par exemple, sur Twitter, quand je fais une recherche, où je cherche des témoignages, où je cherche des personnes qui ont parlé d'un certain sujet, qui auraient, partagé un article ou quoi. Je fais un tri par langue, par exemple. Il suffit de mettre langue, L-A-N-G, 2 points, FR, EN, et cetera. Donc ça, c'est des choses qui sont faisables, mais je suis éduquée pour le faire. La seule chose, c'est que, quand on est un utilisateur, entre guillemets «lambda», comme certains aiment dire, madame Michu, que moi j'aime bien, rebaptiser Jean-Michel. Hem, Bonjour à tous les Jean-Michel qui nous écouteraient d'ailleurs. Nous vous saluons, j'adore vous citer. Mais mais c'est vraiment pas facile, surtout que, au niveau algorithmique, en fait, il y a un peu, je pense qu'il y a une illusion que de se dire que Google, les moteurs de recherche en général ou les robots en général, tous les algos, heu, on a un peu cette illusion qu'ils savent, alors qu'en fait, ils apprennent en permanence. Mais ils apprennent à partir de quoi? À partir de ce qu'on leur donne. Ce qui fait que, c'est comme des enfants, quoi, des petits enfants. Et ce qui fait que, ils ont un peu de capacité de réflexion comme un enfant, mais ils nous font confiance à peu près à ce qu'on raconte. Ce qui fait que, qu'on peut être totalement biaisé et que c'est comme ça qu'à une époque aussi sur, les moteurs de recherche, quand vous tapiez, IVG ou interruption volontaire de grossesse ou avortement, ce genre de choses, on tombait sur des sites de faux planning familiaux, avec des faux médecins ou des médecins qui étaient totalement, qui avaient Contre? des avis, Mmh. contre la loi actuelle en France Exactement. et qui réorientait des gens avec, des recommandations qui n'étaient pas, validées par, les autorités de santé. Vous remarquez que j'ai parlé de sorte à ne prendre aucun parti dans ce que je raconte, mais je pense que vous l'aurez deviné quand même. Mais donc ce qui s'est passé, c'est que Google, au niveau Google, hein, qui représente, je crois 97 ou 98 des parts de marché en France en termes de moteur de recherche, sachant qu'il y a 3/4 des gens qui font des recherches d'abord sur internet avant de faire des recherches ailleurs, quoi. Donc ouais, on peut dire qu'ils sont en monopole, hein, on peut dire ça totalement et hem et en fait, il y a eu une intervention manuelle. Disons que en général, les choses sont algorithmiques, elles se mettent à jour, un peu en continu. C'est des choses qui tournent, qui tournent, qui tournent. Mais pour certaines thématiques, il y a eu des actions manuelles et souvent, en fait, elles sont faites grâce à l'intervention des gens, ou d'associations ou de pétitions, ce genre de choses, où ça finit par être remarqué, validé. Ah oui, effectivement, il y a un truc à faire et donc c'est des interventions manuelles sur l'algorithmique. Il y a eu la même chose pour le terme lesbienne. Mmh. Vous savez que le terme lesbienne, fait l'objet de multiples fantasmes auprès de personnes, je vais le dire un peu beauf peut-être, hem, de multiples fantasmes, voilà, érotico, pornographiques Mmh. et à un moment donné, c'était très compliqué de taper le mot lesbienne sans, avoir des images pornographiques directement et donc sauf que le lesbianisme n'est pas une pratique, pornographique, de divertissement pour, le public. Mais et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une intervention également manuelle, sur l'algorithme pour qu'on puisse afficher des choses de type, définition, histoire, encyclopédie, actualité, ce genre de choses. Donc et il y a la même chose au niveau, par exemple, des moteurs, pour les filtrer pour les enfants. Si vous connaissez le moteur de recherche Qwant, Mmh. pour, le moteur de recherche français et cetera, Mmh. il y a QuantKid. Et un courant de kids, en fait, c'est un peu le Netflix enfant, quoi. C'est que, il y a ce côté où si je tape, par exemple, Annecy, les ce qui va remonter, ça va plus être, les choses à visiter à Annecy, la température du lac, et le patrimoine, annécéen. Ça ne va pas être, des enfants, se sont fait poignarder dans un parc. Vous voyez Tout à pourquoi fait, je le ouais. cite Mmh. filtré, mais il y a ce côté un peu, et c'est pour ça que souvent c'est installé dans les écoles et cetera. Mais encore en fait, il y a ce côté où c'est un filtre qu'on a décidé. Moi, ce qui m'effraie un peu, c'est que là, pour l'instant, ce sont des filtres qui nous
c'est un point de vue occidental, où ce sont des filtres, qui «nous arrangent» entre guillemets, parce qu'ils sont relativement progressistes. Je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui sont pas du tout contents avec le fait, qu'il y ait eu un filtre comme ça sur l'IVG. Mais, il y a des certains pays qui sont pas occidentaux, pour pas di enfin, il y a pas de j'essaye de pas faire de jugement là-dessus, mais par exemple, il y a des pays qui ont des politiques, qui influencent directement, le marché et il y a des choses qui sont pas accessibles, où c'est de la censure, finalement, d'État, quoi, via les moteurs de recherche. Et le fait qu'on puisse croire que le moteur de recherche donne toute l'information du monde, si des Mmh. choses n'existent pas parce qu'elles sont pas indexées, elles n'existent pas. Comme la Finlande, qui n'existe pas, n'est-ce pas? Bah, avez-vous déjà rencontré des Finlandais? Avez-vous déjà rencontré des Finlandais? Alors personnellement, j'ai rencontré une Finlandaise, mais maintenant que j'y Mais pense, elle est peut-être est-ce que suédoise. tu es s ouais, c'est ça, est-ce que tu Ah es sûre? non, moi j'adore la Finlande en plus. J'ai une correspondante Ouais. finlandaise pendant un certain temps. Tu es sûre? Alors peut-être que c'est un robot, peut-être que c'est Tu es l'IA. sûre de ça? C'était un Écoute, bot? Tu sais, les mmh, chatbots, c'est pas si récent, hein. Ouais, Un chatbot heu, automatisé, qui t'envoie des lettres, c'est vrai. en même temps, mmh ils ont fait un pays avec des lacs, hein. Bah ouais, Bah ouais. mais peut-être que tu vois, d'ici, je sais pas, 40 ans avec, le réchauffement climatique, ça n'existera plus, quoi. La Finlande Peut-être va qu'en fait, disparaître. ouais, peut-être que ce complot est en fait une prédiction, Et oui, malheureusement. On a bien les Pays-Bas qui sont sous l'eau. ouais. Ah, Bah oui, êtes-vous déjà forcément. allé à Amsterdam? Avez-vous déjà Oui? rencontré des habitants? Avez-vous déjà rencontré des gens qui font du vélo partout? Non. Non? Je sais pas. Ça n'existe pas, personne, tout le monde est en voiture. Tout le monde est en voiture. Bah oui. Comment tu fais tes courses sinon? Sinon bah, bien sûr. Mmh. Et puis comment tu fais avec tes enfants? Comment tu fais? Bon bref, heu, Sur ce que tu disais, Sipaï, sur toi, la méthodo, les opérateurs de recherche sur Google et sur Twitter et cetera. En fait, ce qui est intéressant là-dessus, en plus, c'est que, nous, on est formés à ça et on a l'habitude de passer par Google, chercher sur Twitter. Tout le monde n'est pas sur Twitter déjà Mmh. et on a quand même eu une modification des pratiques qui fait que l'information vient à nous avec les réseaux sociaux, avec les pushs sur les applis, avec, tout ça et donc je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ne savent pas rechercher une information et qui vont s'informer via, mon petit frère, par exemple, qui a 19 ans, s'informe beaucoup sur TikTok. Il est très au fait de l'actualité, mais tout passe par TikTok. TikTok, je suis pas sûre, enfin, pour avoir déjà testé, je suis pas sûre que le moteur de recherche ait des opérateurs très performants aujourd'hui pour, exclure des informations, identifier un peu mieux, choisir une langue, ce genre de choses. C'est il y a ça, il y a des contenus comme Instagram où ils vont censurer des choses, Mmh. par exemple des tétons et donc tout ce qui va être autour de l'art féminin nu, qui fait que pose, ça pose quelques questions quand même parce qu'on n'est pas neutre. Quand c'est une entreprise privée qui décide pour nous ce qu'on doit voir ou ce qu'on ne doit pas voir, selon une certaine morale qui n'est pas la nôtre forcément, ça a des répercussions sur la manière dont on perçoit l'information, sur notre accès aux sources, sur notre accès aux experts et à l'expérience aussi. On parlait d'expérience sur Google, en fait, on est arrivé beaucoup dans un univers numérique où chacun a envie de partager sa propre expérience. Et par moments, l'empirisme d'une situation Mmh. peut prendre le dessus sur des études de façon assez incohérente ou irrationnelle. Mais moi, je l'ai vécu comme ça, donc pourquoi ce serait pas vrai? Et pourquoi les autres, ce qu'ils racontent, ce serait plus vrai? Pourquoi ça aurait plus de valeur que mon expérience à moi? Et ça aussi, c'est problématique en termes de traçabilité pardon, de l'information, de recoupage de sources et d'experts, parce que chacun a son avis. Comment on fait pour décider que tel avis a plus de valeur que tel avis, si ce n'est par des sources, mais ces sources et ces études, mais ces études, elles sont financées par qui et dans quel but? Et quand un institut nous propose une étude, qui derrière paye les salaires des personnes? Est-ce qu'il n'y a pas une logique marchande? Est-ce que c'est pas influencé par un lobby? Et tous ces éléments-là, en fait, sont très difficiles à trouver pour du grand public. Nous, on est sensibilisés à ça. mais ça me rappelle un sujet parce que j'ai fait une conférence, dans un meet-up, Google Search Central à Paris, je crois que c'était en octobre de l'année dernière, 2022 pour les gens qui écouteraient ce podcast en 2027, je ne sais pas, espérons. Mais c'était, la le titre c'était, «Être indexé pour exister». C'est un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, l'aspect que si tu es pas indexé, bah, tu existes pas, quoi. Hem Et j'avais pris pour exemple, Donald Trump. Vous savez cet l'auteur de ce grand poème qui est co de ce haïku qui est Covfefe.
Et donc Donald Trump, s'est fait, supprimer son compte, Twitter à une Mmh. certaine époque, quand des gens ont mis le bazar, dans un grand établissement administratif, et cetera. Et donc Twitter, entreprise privée, a décidé de supprimer le profil, de Donald Trump. Et ce que j'avais remarqué de particulier, ce que j'avais pointé du doigt quelque part, c'était d'une part, Heu, oui, effectivement, c'était le choix du président, de l'époque, des États-Unis, d'utiliser principalement son compte privé qui était, Real Donald Trump à l'époque, et non pas son compte, POTUS là, President of the United States, avec le numéro de nombre de présidents parce que les Américains aiment beaucoup ça étonnamment. Moi, je sais pas du tout, combienième est Emmanuel Macron, je n'en sais rien. Mais eux, ils adorent ce détail. Et donc moi, ce que j'avais pointé du doigt, c'était OK, à cet instant donné, ça nous arrangeait de faire supprimer, le compte de Donald Trump parce que, effectivement, c'était le bazar, c'était potentiellement dangereux et cetera. Mais en fait, ils ont pas remis non plus. Et ce qui est aussi très particulier, c'est que sur Twitter, en fait, les, contributions du président et de la première dame sont en fait archivées. Sont en fait archivés sur Twitter. Il y a POTUS et FLOTUS, First Lady, sont en fait archivés, donc ça fait POTUS, gna gna gna, tel numéro, FLOTUS, gna gna gna. Et donc sont archivés et c'est hyper intéressant parce que ça crée finalement une archive des déclarations publiques, du dirigeant de la première puissance mondiale, quoi. Donc quelque part, c'est important aussi, c'est de l'archive, c'est de l'information. C'est c'est comme garder les lettres de quelqu'un. Tu parlais des correspondances tout à l'heure, Eva. C'est un peu comme garder les lettres de quelqu'un, ses déclarations publiques, ce qu'il aurait dit à la radio, et cetera. Et pour, Donald Trump, en fait, on a effacé Donald Trump, heu, mais du coup, on n'a pas les archives de ce qu'il a raconté non plus. Ça veut dire que quelque part, on peut pas comment prouver qu'il a dit un truc aussi affreux potentiellement? Dire, dans l'histoire, dans sa biographie, il a dit un truc affreux ou dire, «Non, non monsieur, vous pouvez pas dire ça parce que vous avez dit ça». Je sais qu'il y a ce truc qui ressort avec l'affaire, avec les affaires avec Nicolas Sarkozy ou en termes de condamnation, où les gens s'amusent à ressortir justement l'époque où il a dit qu'il était contre le fait qu'on diminue, les temps d'incarcération et cetera. Mais finalement, avec Donald Trump, on peut pas faire ça. Donc quelque part, ça nous arrange. Ça peut arranger une certaine frange de la population et en même temps, de quel droit une entreprise privée fait ce genre de truc? Parce et parce que peut-être que demain, cette entreprise privée, va soudainement, faire, supprimer toutes les correspondances de tout le monde, supprimer de l'information. Quand il y a eu, par exemple, le mouvement typiquement les mouvements du printemps arabe, qui ont beaucoup eu lieu via les réseaux sociaux, pour des actions, politiques. Heu, Est-ce que, si une entreprise privée, elle décide que, bah, non, le printemps arabe, les manifestations, elles sont trop dangereuses, donc on va filtrer tous les trucs, qui ont un lien avec le printemps arabe, est-ce que ça nous aurait arrangé autant? Est-ce qu'on l'aurait aussi bien pris? Heu, donc finalement, il y a un peu cet aspect-là où qui choisit, qui moi me dérange un petit peu, On mais a un c'est la même exemple chose récent là-dessus. avec le public de toute façon. On a un exemple récent là-dessus lorsque l'Europe a légiféré sur les droits d'auteur, les droits voisins. Donc, c'est-à-dire qu'en demandant à des entreprises comme Google, comme Facebook, et cetera, de reverser une partie de leurs revenus publicitaires aux médias, puisqu'ils étaient aussi responsables du succès de Google et de Facebook. Pourquoi on va sur Google? Pour chercher des infos, notamment de l'actu, mais pas que. Pourquoi on va sur Facebook? Parce qu'on y trouve les photos de mon petit-neveu, les blagues de mes copains et aussi de l'information. Donc par rapport à ça, l'Europe a légiféré. La France a été le premier pays à appliquer cette, directive européenne. Je crois que c'était à l'automne 2019 si je me trompe pas, mais il faudra vérifier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Google a dit au moment de l'été: «OK, donc à l'automne 2019, vous allez, demander à ce qu'on applique droit voisin. Ben nous, on va arrêter de vous référencer. Si vous voulez vous être référencé quand même, il faudra indiquer sur votre site, via une balise, que vous êtes d'accord pour qu'on référence votre contenu sans contrepartie». Et il y avait une discussion à laquelle j'avais assisté qui était assez,
incroyable, mais que je peux comprendre, de, plusieurs éditeurs de presse qui se disaient: «Oui, mais donc du coup, on a différents niveaux d'indexation possibles. Le titre et le chapeau qui est donc, cette espèce de résumé début d'article qui vient planter le décor. Le titre, le chapeau, la photo, sachant que l'image est quand même très importante pour le référencement. Le titre, le chapeau, la photo et quelques paragraphes de texte ou tout le texte, de façon infinie. Et donc de dire, bah non, mais en fait, il faut qu'on indexe tout parce que tout ce qu'on écrit est important, même le dernier paragraphe d'un article, donc il faut qu'on indexe tout. Donc on va prendre le plus possible. Donc en fait, on accepte de donner tout notre contenu à Google. N'empêche qu'à côté de ça, les éditeurs de presse, notamment, se sont réunis. On négocie avec Google, on réussit à obtenir un accord qui était vraiment des miettes, mais c'est quand même la première fois que des éditeurs de presse d'un pays réussissaient à obtenir un accord financier de contrepartie vis-à-vis de Google. Donc c'est pas rien. Depuis, les négos continuent, il y a plein de choses qui sont en jeu autour de ça, mais il y a eu ça. Dans le même temps, Facebook n'a absolument pas réagi à cette directive bientôt appliquée. Et le jour où c'est passé, tous les médias qui étaient répertoriés au titre de la commission paritaire comme médias, notamment les médias de presse écrite, pas l'audiovisuel, mais donc Le Monde, Le Parisien, Ouest France, L'Observateur du Valenciennois, le Sud-Ouest, etc. Enfin, en gros, tous les titres de presse locaux ou nationaux qui étaient référencés n'avaient plus leur vignette quand ils partageaient un lien sur Facebook. Le lien était tout cassé, comme s'il y avait un bug. À côté de ça, des blogs qu'on peut déplorer, comme par exemple Français de souche, eux avaient toujours leur vignette puisqu'ils ne sont pas des médias reconnus au titre de la commission paritaire. Et donc ça a duré quelques jours, mais pendant quelques jours, on a eu ce côté où les publications des articles qui venaient de médias étaient moins bien valorisées au niveau graphique sur Facebook. C'est quand même une attaque vis-à-vis de la démocratie finalement quand tout l'accès à l'information dépend d'une logique financière de ce genre. Ouais, surtout quand tu sais que, le reach, soit la portée naturelle d'un post sur Facebook, elle est moins de 10 sans publicité. Donc de base, tu as 100 abonnés, tu publies un truc, si, il y a pas eu de publicité, tu as moins de 10 personnes qui le voient. Donc c'est d'autant plus cruel si en plus tu n'encourages pas le clic pour de l'information. Mais après ça, c'est aussi une question de configuration au sens où comment fonctionner? Est-ce qu'on doit fonctionner par liste blanche ou par liste rouge, en fait? Est-ce qu'on doit exclure ou inclure? Est-ce qu'on doit prendre tout le monde et trier? Ça, c'est pas facile. Et côté culture, Eva, sur les gens qui partagent des expériences, tu vois, par exemple, admettons, moi, je dis, «Oh là là, le Grand Palais a réouvert». Le Grand Palais a réouvert, est-ce que la carte Sésame existe encore? Vais-je aller boire un café au jardin du Petit Palais juste en face, qui est fort sympathique par ailleurs. Mais, faut que tu remettes ton micro. Mmh. Mais, Si, si, on m'entend, non? ah Bien sûr, excusez-moi, t'entends. excusez-moi. Non, Non, je non, mais c'est parce que Elle est j'ai trop polie, hâte de t'écouter. oui, elle j'ai te laisse la confiance. parole, elle te coupe pas. Ouais, c'est ça. Mais en fait, oui, c'est ça. Si je vais admettons, je vais au Grand Palais parce que, j'adore Mucha comme toutes les personnes qui ont des brasseries art déco en France et Art Nouveau, excusez-moi, Art Nouveau, je me suis trompée. Mais donc, On je vais coupera au voir montage. Mucha et en fait, je poste ça sur mon blog. Est-ce que j'ai des chances d'être citée par d'autres gens comme étant une super personne, adoratrice de la peinture? Hem, waouh, hem, ça dépend quelle personne. Ah Hem, ouais? bah, je après, après honnêtement, enfin les blogs, enfin en tout cas moi dans mon domaine, donc à savoir, l'histoire de l'art, la culture, ça a quand même aussi, mine de rien, une certaine, autorité. Je pense par exemple à des blogs comme, Louvre pour tous ou, même, le blog, d'Elisabeth Lebovici, parce que, après nous, on a aussi une presse, culturelle qui est un peu, compliquée. Je saurais pas vraiment comment le dire, mais, souvent dans ce que tu vois, je sais pas, dans tes kiosques, dans la presse écrite, c'est, beaucoup, d'incitation à aller voir, telle ou telle expo, mais il y a pas vraiment un regard critique non plus sur ces expositions-là. Ça va être beaucoup de belles images et beaucoup, en fait, finalement, de promotion, des expositions et des musées sans forcément avoir, une analyse derrière
ou sans avoir forcément, tu vois, quelque chose d'un peu, personnalisé. Donc ce qui marche quand même bien dans la culture, c'est quand, tu fais un retour d'expérience d'une expo où tu dis, pourquoi est-ce que ça t'a plu, ça ne t'a pas plu. Et ça, c'est du contenu, que des gens, enfin que le grand public, peut aussi, comment dire? Apprécier. Mais après, est-ce que ça a valeur d'expertise? Par exemple, récemment, il y a eu, au Palais de Tokyo un débat sur, est-ce que, les influenceurs, culture, même si maintenant on doit dire créateurs ou créatrices de contenu, sont, les nouveaux, critiques d'art, par exemple, tu vois? Parce que ce serait soi-disant, plus accessible au grand public ou enfin, je sais pas, ce genre de choses. Hem, mais en fait, alors déjà, moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense que c'est des métiers qui sont complètement, différents. Déjà, critique d'art, enfin, pour moi, c'est quand même autre chose que juste, reprendre des dossiers presse, les agrémenter et après produire une communication pour le musée. Puisque pour moi, ça, c'est une tâche de prestataire, hein, ce qui est bien aussi, mais j'ai quand même du mal à croire que tu vas aller critiquer une exposition d'un musée qui te paye en contrepartie pour la promouvoir. En tout cas, ce sera pas forcément le même rapport de pouvoir. Alors que l'avantage justement des critiques d'art, c'est quand même d'avoir cette liberté aussi, de la presse et cette liberté d'analyse, des expositions et d'apporter son propre bagage aussi et sa propre expérience. Donc moi je suis beaucoup, enfin moi je lis pas mal, surtout de ce qu'on appelle, des blogs, hypothèses, qui sont en fait du blogging, scientifique. C'est hébergé, par des institutions dont le CNRS par exemple est partenaire et c'est, en fait c'est un WordPress concrètement et tu peux, poster ce que tu veux, même si, enfin ce que tu veux, oui et non, dans le sens où, pour ouvrir déjà ce carnet, tu dois, justifier, d'une affiliation, universitaire ou équivalent. Tu dois en gros expliquer aussi ce que tu vas écrire dessus, ta position. Tu dois aussi dire voilà dans quelle case tu te ranges, si c'est, histoire de l'art du 19e siècle, contemporain, ce genre de choses. Hem, pour, éviter, au maximum, les blogs, sur lequel tu raconterais n'importe quoi. Parce qu'en fait, les billets que tu publies sur ces blogs, en fait, tu peux, enfin, c'est couvert par le droit d'auteur, c'est, référencé aussi. Moi, par exemple, je sais qu'on me contacte plus sur ce que j'écris sur mon blog, que les articles que j'ai publiés dans des revues spécialisées. Hem, Parce que je pense qu'il y a aussi une facilité d'accès, c'est sur internet et aussi ce que je publie sur mon blog, c'est quelque chose d'un peu à côté de mes propres recherches de thèse qui, elles, sont vraiment, comme je disais tout à l'heure, plutôt, des hypothèses, enfin, vraiment une recherche sur le long cours. Alors que, une exposition, voilà, c'est ponctuel, il y a un côté un peu événementiel et du coup, ça permet aussi une production peut-être moins, comment dire? Moins travaillée, que l'écriture d'une thèse, qui dure quand même depuis 6 ans. Donc heureusement que j'ai pas des des blogs, enfin des billets de blog, en germe depuis ou en brouillon depuis 6 ans, parce que sinon ce serait un peu inquiétant. Mais voilà, enfin moi je lis quand même des blogs hypothèses, des carnets, on appelle ça des carnets hypothèses, que ça fait plus chic j'imagine. Parce que là on a vraiment, une identité, hem, d'un site et on sait que derrière, voilà, on a aussi à peu près des gens sérieux quand même, qui nous exposent leur point de vue, mais des choses par exemple que tu vas pas retrouver, dans la presse ou sur des sites, je sais pas comme, Beaux-Arts Magazine ou ce genre de choses. Je sais pas si on a le droit de citer des titres, mais Si, c'est si, des on peut, exemples, hein. Je sais voilà. pas s'il y a une réglementation sur ce qu'on raconte dans les podcasts. Je sais pas. Bah, non. Non, tu as le droit. Après, si tu fais de la publicité, il faut le dire. Si c'est pas de la On n'a publicité, pas tu dit, dis qu'il Ah fallait bah, tu dis ce que tu lâcher. veux. non, Bah, voilà. Tu bah, n'es bah, pas financé par Beaux-Arts Magazine, Sipaï. et ben, je pense pas. On lui va. Je ne crois pas ou je le sais pas, Tu vas pouvoir les mais je contacter après Oui, le podcast pour dire: «On parle de vous, donnez-moi de l'argent». c'est donnez-moi de clair. l'argent, sinon je Ouais, coupe. ça fait ça. Après, si les gens me donnent de l'argent en général, je vais pas m'en plaindre, hein, faut pas mais ça va Non, pas faut juste le forcément dire. influencer mon opinion. Faut Voilà. juste le dire. Après,
ouais. Ça Mais au m'amène une final, réflexion, ce que tu ouais. disais, Eva, sur le côté donc les blogs ou par rapport aux titres de presse, et cetera. En fait, c'est une question de mémoire aussi. Tu parlais tout à l'heure, ce qui paraît sur le compte de Donald Trump, sur tout le contenu qu'on peut publier nous-mêmes sur Internet et qui est un contenu qu'on peut traiter, mais qui, en fait, qui a tendance à disparaître très vite. Moi, j'ai travaillé sur un documentaire qu'on a fait en ligne, un webdoc. Ce documentaire, quelques années plus tard, il est plus accessible. J'ai travaillé sur une carte que j'avais fait qui répertoriait des producteurs qui faisaient à l'époque de la vente en circuit court. 4 ans plus tard, la carte n'est plus accessible non plus. Et en fait, il y a beaucoup de contenu qui va avoir une durée de vie qui est très courte. Alors finalement, derrière, pour retrouver de l'archive, si on n'a pas des experts qui viennent via un blog ou autre, documenter ça avec un peu plus de hauteur, un peu plus de précision, je suis pas sûre que la presse suffise pour les garder. En tout cas, c'est pas ce que j'ai constaté de mon côté. Mmh, alors de mon côté, j'ai 2 retours à faire. C'est au niveau, je dirais pérennité des contenus. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, enfin, je suis très intéressée par tout ce qui est sujet de production de savoir et de connaissances sur internet, la vie que ça va avoir, le mémoire de recherche que j'avais fait à l'époque, en 2010. C'était il y a longtemps. En 2010, le déchet internet, jeter, recycler, archiver, le numérique. Le recyclable, enfin parce que enfin bref, c'était ça et c'est un sujet qui m'intéresse toujours aujourd'hui et c'est vrai que la pérennité des contenus, nous en marketing par exemple, on a des il y a des dépenses budgétaires parfois très importantes, pour de la production de contenu, qui s'arren qui pourrait s'apparenter à du webdoc mais, orienté, publicitaire, comme qu'on appelle du brand content quoi, qui est Mmh. du contenu de marque. Et en fait, très régulièrement, je vois des opérations qui, après la fin de l'opération, soit d'une collection, soit d'une saison, commerciale, quelconque, telle que Noël ou je sais pas. En fait, le truc est totalement juste supprimé et juste supprimé ou pas maintenu, ou alors on n'a pas prévu un budget de maintenance après et à chaque fois, je leur dis: «Mais déjà, c'est moyen». C'est déjà, je leur dis: «C'est très dommage intellectuellement, en termes de pour le travail des gens et tout, mais même de façon, financière, même si on prend que le point de vue purement financier de rentabilité d'une marque, il y a ce côté, je jette à la poubelle tout ce que je fais tout de suite parce que j'ai pas, alors que ça crée de la valeur, en fait. Il y a un peu de la valeur, aussi de la valeur immatérielle, de la valeur intellectuelle d'avoir produit ce genre de contenu, quand on est propriétaire de documentaires, propriétaire de photos et cetera. Ça crée de la valeur, en fait, pour des marques, pour un patrimoine. Voilà, c'est comme ça, genre c'est typiquement, par exemple, moi j'habite en Champagne, hem, c'est valoriser le fait d'avoir, je sais pas, Veuve Clicquot, les affiches, sur des décennies. En fait, ça a de la valeur, quoi, c'est de l'histoire aussi, parce qu'il y a des choses qui se transmettent par ça. Donc déjà sur la partie, maintenance, pérennité des contenus, il y a une partie qui est purement technique ou qui est purement, je dirais, logistique, où il y a pas mal d'acteurs du numérique qui juste ne prévoient pas des budgets pour maintenir les trucs. Et on oublie aussi parfois que Internet, ça a un coût. Oui, c'est Mmh. facile de publier, mais ça a un coût. Ça a un coût de renouvellement, même de nom de domaine, ça a un coût de maintenance de serveurs et cetera. Tout ça coûte de l'argent. Donc, parfois on peut se dire, sur ce on peut croire que l'archive numérique est géniale parce qu'elle se transmet et cetera. On a le cloud, on a la blockchain et compagnie, mais si on maintient pas, il y a plus Ouais, rien, quoi. Il y a ouais. plus rien, les choses, elles s'évaporent. Elles s'évaporent et c'est pour ça que dans les bonnes pratiques de sauvegarde, même les gens qui ont beaucoup de sauvegarde via le cloud, on leur conseille aussi d'avoir des sauvegardes dites froides, sur un disque quelque part à côté régulièrement et si c'était, parce que si le cloud et cetera, si la blockchain était aussi infaillible, si le fait de mettre en ligne des trucs était aussi infaillible de par des politiques de sauvegarde, en ligne et cetera, étaient aussi fiables, on n'aurait pas eu autant de problèmes ou de questionnements quand les serveurs d'OVH ont brûlé. Ah, c'est vrai. Voilà, mais donc il y a cette partie-là de termes de pérennité et aussi, côté BNF, Bibliothèque nationale de France, avec ses petits projets comme Gallica Presse et cetera. En fait, ils ont aussi des robots qui collectent, des infos sur le web. Je crois qu'ils les appelaient les robots moissonneurs et bah, typiquement, moi, mon blog, il est référencé dedans. J'avais une fiche Gallica avant d'avoir mon nom,
co-auteur d'un livre parce que, parce qu'en fait, je suis référencée en tant qu'auteur de base via mon blog. La Et j'ai classe. un numéro, ouais, ouais, c'est trop bien. J'ai un genre de numéro, ISBN, mais pour le numérique. Je crois que c'est ISSN, c'est pas ça? ISSN. Ouais. Ouais, j'ai ça. et Ouais. hem et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour, j'ai reçu un email qui dit: «Bonjour, nous sommes la Bibliothèque nationale de France, bibliothèque François Mitterrand, dernier arrêt ou presque, hein. Après, c'est pour prendre le RER, personne n'est là, sauf si tu habites loin. Mais donc, désolée pour les gens qui habitent loin. Mais, ce qui fait que, il y a cet aspect où j'ai reçu un mail qui me prévient. Moi, j'ai rien demandé, hein. J'étais ravie évidemment, je vais pas me plaindre. Mais, et je me suis dit, en fait, je me suis dit: «Mais toutes les merdes que je publie aussi sur mon blog, et ça va aussi être catalogué, archivé par la BNF, c'est l'enfer». Ils m'ont sûrement sélectionné pour certains trucs pas mal, mais il y a quand même des choses, peut-être ça rentre un peu dans mon intimité, vous voyez? Mmh. Ouais, j'ai Donc eu la j'étais même pas situation sur, forcément, Twitter. Pareil, ouais, moi quand tu as des gens qui te j'étais suivent, des instituts et qui sont en train de te dire: «Ouh là, ils sont en train d'archiver ce que je suis en train de raconter», ça on n'aime pas forcément. Et c'est un peu cet as moi j'ai trouvé ça un peu intrusif parce qu'ils m'ont pas demandé mon avis. Ouais. Parce qu'il y a ce côté, tu vois, tu parlais, Julie, de la reconnaissance des médias, les gens qui étaient répertoriés en tant que médias et donc ils ont subi certaines réglementations, et cetera. Heu, Ils ont quand même fait des dossiers pour dire: «On a un média, en fait, reconnu», parce que ça permet notamment le fait d'avoir des subventions, ce genre de choses. Mais moi, on m'a rien demandé, en fait. On m'a rien demandé. Soudainement, un truc que je publiais, quelqu'un a décidé que c'était assez pertinent, pour être, archivé au côté BNF. Certes, c'est flatteur, mais en même temps, j'ai peut-être pas envie. J'ai peut-être pas envie, oui, mais c'est public. c'est Et dès public. lors que c'est Oui, oui. public, comment tu peux faire valoir le fait que tu as pas envie? C'est compliqué, c'est vrai que c'est aussi une Ah ouais, discussion c'est compliquée. extrêmement bien. Non, mais tu peux pas On a un vraiment, en peu fait. oublié que tout était public et il y a des Mmh. choses qu'on n'a pas envie de voir affichées, moi, c'est quand je travaillais à France Bleu et qu'on a mis en place, les réseaux sociaux de façon un peu plus, importante, une citation qu'on prenait souvent, c'est: «Est-ce que ce tweet, vous aimeriez le voir en 4x3 dans votre rue?» Et en fait, c'est une bonne manière de se dire: «Est-ce que je publie? Est-ce que Ouais. j'ai envie que ce soit Mmh, mmh récupéré mh. par d'autres personnes?» Et on l'oublie ça, on l'oublie énormément sur Ouais, c'est Instagram, ça. quand on fait nos stories de personnes Et bourrées et on cetera. et on oublie aussi que, à l'inverse, on oublie que qu'une personne publie n'est pas la personne. Pour citer, alors, ça vous fera rire, mais, pour citer le journal intime de Virginia Woolf, Coucou j'ai, Andrea! il y a il y a dans l'introduction, en fait, son époux, enfin précis, bah, c'est lui qui, en fait, qui a trié, les passages pour, parce que c'était, en fait, le truc, c'est pas le journal intime de Virginia Woolf, en fait, c'est le journal d'un écrivain. Donc il a sélectionné des passages précis, heu, pour, qu'on voit le personnage qu'elle était, mais, surtout sur un certain point de vue. Et il y a vraiment une longue introduction qui dit vraiment, et même parfois aussi des notes de bas de page, ça c'est dédicace Eva, aussi des notes de bas de page qui précisent que, ce n'est pas elle. Ce sont des extraits, Ouais. ce sont des choses qu'elle a écrites à certains moments de sa vie. Oui, c'est bien elle qui les a écrites, mais ce ne représente pas toute sa personnalité, toute sa vie publique et toute sa vie privée. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on oublie aussi au niveau, typiquement pour revenir à notre sujet de fiabilité et d'autorité des sources, c'est que ce qui est dit à un moment donné est juste un morceau d'une certaine Mmh. vérité, un morceau, et que finalement, dans tout ça, on essaie un peu de faire ce qu'on peut, quoi. Enfin, c'est un peu, Ouais. on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on essaye de au moins tenter de faire au mieux avec tout ce qu'on a, toute l'interprétation qu'on peut en avoir. Et moi, je pense que c'est ça qui me fait un peu peur dans la fiabilité, parce que finalement dire: «OK, cette personne est fiable», c'est une source d'autorité. Finalement, c'est du positif, c'est de dire: «Toi, je t'ai identifié comme étant une source», mais moi, ce qui me fait peur, c'est, ce côté, popularisation des choses qui disent vraiment n'importe quoi, d'une part, et aussi les biais qu'on a nous-mêmes en tant que lectorat ou audience de croire que c'est la vérité. C'est comme ça que, par exemple, des comptes Instagram, hem on a l'impression que des influenceurs ont une vie parfaite, que leur posture naturelle est d'être totalement gainés, et minces et machin et tout ça, alors qu'eux aussi ont des ballonnements, ils font caca. Enfin, c'est évidemment. En tout cas, j'espère pour eux. Sinon Je je pense souhaite. qu'ils ont une vie Alors difficile.
je Il pense. y en a qui le font pas et qui en ont parlé. C'est pas Ouais, les respirariens, les gens qui respirent, Mmh. Non, tu qui sais, me c'est cette influenceuse qui vendait ses P et qui a fini par avoir des problèmes, gastriques à cause de ça. Vous regarderez cette alors, information, c'est fou essentielle. à quel point c'est gênant, incroyable, bizarre et fascinant. C'est ça, c'est exactement ça. makes Ouais, sense. Ouais. ouais, ouais. Alors ce sera le sujet peut-être d'un autre podcast. Peut-on, Podcast du marché des flatulences Je pense que c'est un et marché. autres. et autres et compagnie. Mais oui, je pense que c'est en fait, c'est ça, c'est sélectionner, trier et qui doit le faire, comment le Mmh. faire? Est-ce que nous, on en est capable avec nos cerveaux d'humains, avec nos propres cultures, nos propres expériences, quoi? Ouais, enfin, moi, je rebondis juste sur, le l'archivage internet de tout ce que tu publies est public et d'ailleurs, moi, en fait, sur Twitter, enfin, je suis en semi-anonymat, c'est-à-dire que j'ai mon qui n'est pas, mon nom, prénom. En revanche, sur mon profil, il y a clairement un lien qui renvoie à mes recherches parce que j'utilise aussi, ce compte pour, diffuser mes recherches puisque, mes universités, ne le font pas. Donc du coup, je l'ai pris en charge mais du coup, je voulais pas changer mon même si je pense que la plupart des gens, en fait, c'est, qui je suis sur Twitter. Parce que justement, je ne voulais pas être référencée directement, avec mon en tout premier résultat. Et là, je viens de vérifier, quand on tape mon prénom, nom, ce qui apparaît, c'est mon carnet hypothèse, notamment et c'est aussi, les colloques dans lesquels, je suis intervenue ou, des ma thèse aussi, enfin mon référencement sur thèse.fr parce que, j'avais pas forcément envie que, je sais pas, des étudiants ou même, enfin, voilà, des profs, tombent, tout de suite, enfin, directement sur mon, compte Twitter. Même si concrètement, enfin, ce que j'y publie, je pareil, je l'assume dans le sens où je me dis que ce que je publie, je suis capable de le dire, dans la vraie vie, en live, IRL. Bon, il n'empêche que voilà, là, j'ai pété un plomb parce que j'ai perdu mes lunettes de soleil. Est-ce que vraiment je considère ça, comme, des activités scientifiques, Mais la question de la présence numérique aussi effectivement et de ce qu'on veut que l'on retrouve sur nous, c'est une vraie question, sur Twitter, tu peux passer en public, en privé. Avec les journalistes que j'accompagne moi en enseignement à l'ESJ Pro Montpellier, quand on est sur cette question-là, je les invite à avoir un compte LinkedIn où ils publient leurs, réalisations principales, où ils sont, quelle est un peu une partie de leur CV pour la fiabilité. Je les invite, s'ils ont un compte, privé sous pseudo ou autre, à avoir aussi un compte public parce que de fait, c'est ce compte-là qui va apparaître, lorsqu'on cherche leur nom. À faire attention à ce qui est pas forcément, qui soit pas référencé sur les pages jaunes, ce genre de choses, parce que malgré tout, c'est une profession où on peut être parfois menacé. On a des maires qui sont menacés et qui se retrouvent avec, leur maison incendiée et ça peut arriver aussi avec des journalistes quand Nadia Dame, a vu, passer son adresse et des messages type, «On va venir violer ta fille», sur le forum jeuxvideo.com, 12-25, voilà. Donc c'est important de savoir ça aussi, d'en avoir conscience et il y a aussi la question: qu'est-ce qu'on fait de toute cette donnée qu'on a archivée? Pour repartir sur un côté scientifique, pour faire une analyse par rapport à ça, en ce moment, il y a beaucoup de scientifiques qui essayent de travailler l'ADN environnemental d'un échantillon. Par exemple, vous prenez 1 litre d'eau de mer et ils vont séquencer tout l'ADN qu'il y a dans ce litre d'eau de mer. OK, super. Sauf qu'ils ont tellement de résultats qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens aujourd'hui de pouvoir, traiter les résultats. Donc ils ont des résultats qui s'empilent, qui s'empilent, qui s'empilent, qui s'empilent, qu'ils ne pourront sans doute jamais traiter quasiment, sauf à passer par de l'IA, mais du coup avec quel biais? Et je pense que c'est pareil pour, tout ce qu'on peut tous collectivement publiés sur internet aujourd'hui. Parce que c'est vrai que, Oui. l'identité numérique et tout, contrôler ce qu'on raconte, c'est aussi choisir, la source, qu'on Être. voudrait qu'il soit réutilisé par rapport Mmh. à soi-même. Moi, ce que je conseille souvent aux gens, c'est, par exemple, des fois, il y a des marques, elles veulent pas créer, des comptes sur les réseaux sociaux, voilà, parce qu'ils ont pas forcément les moyens ou les ressources actuellement pour, les alimenter, ce que je comprends. Mais ce que je leur conseille, c'est de au moins créer les comptes pour avoir le contrôle, de ces comptes, avec, leur nom et cetera. Parce que, le fait l'usurpation d'identité est également un fléau. ouais, ouais. Donc, au moins avoir essayer de contrôler autant que possible ce qui est raconté sur soi-même, en prenant la main
ces comptes-là et après, au niveau visuel, hem, si on commence à devenir un personnage un peu public, d'avoir une photographie qu'on aime bien de soi, libre de droit. Parce que si vous avez un jour l'honneur d'avoir votre propre fiche Wikipédia, il va prendre a priori une image qui sera libre de droit ou avec, les licences, qui lui permettent de le faire et c'est comme ça qu'on a des photos, de célébrités, avec des images sur Wikipédia affreuses. Parce que, c'est la seule image, libre de droit ou l'image, qui sont autorisées à prendre, qui est une photo, au Comic-Con, fait avec un iPhone et un zoom terrifiant, quoi. C'est vrai. On a déjà Ouais. vu des photos comme ça. C'est vrai, Donc ça arrive. essayer d'avoir une photo, qu'on aime bien de soi, qui est diffusable et de la même manière des trucs typiquement sur, vous savez les fiches, Google My Business là, les où on cherche une carte, voilà, Mmh. les commerces locaux, heu, bah, dans tous les cas, créez votre fiche et mettez des images que vous aimez bien de Mmh. votre propre marque ou de propre établissement. Parce que comme ce sont que des choses, par contribution, ça serait dommage, que vous soyez un restaurant et que, la seule photo qui soit là, ce soit le jour où le serveur a fait tomber l'assiette par terre, quoi. Et au-delà de ça, quand tu parles donc de tes marques et du fait qu'elles soient présentes sur internet, quand en cas de situation de crise, nous, c'est ce qu'on dit souvent aux marques parce qu'en fait, aux entreprises quelles qu'elles soient, en tant que journaliste, j'ai besoin d'informer d'un sujet. Par exemple, je suis normande, il s'est passé il y a quelque temps un incendie qui s'appelle d'une entreprise qui s'appelle Lubrizol, dont vous avez peut-être entendu parler puisque ça a été quand même assez documenté. C'est Si, un peu heu fumeux ton sujet, hein. c'est un peu fumé mon sujet. Justement, si Lubrizol est là pour faire un petit écran de fumée, pour donner leur version de l'histoire, hein, tu vu, jeu de mots, tadam! Une petite version de l'histoire. En fait, nous, comme on a un temps réduit de passage d'antenne sur un sujet, on va faire avec toutes les sources qu'on nous propose et on va essayer d'équilibrer tout ça. L'équilibre, ça veut dire d'aller parler aux gens qui dénoncent, aux gens qui se défendent, à une sorte d'autorité entre 2. Donc on a cette espèce d'équilibre tripartite. Si l'une de ces 3 sources d'information n'est pas présente, il nous manque quelque chose et on laisse plus de place aux 2 autres. Donc quand tu es une entreprise, que tu es face à une situation de crise, si tu ne gères pas ta communication, qui prend le relais? Ouais. Les institutions et les gens qui t'en veulent. Et donc nous, on fait avec ce qu'on a. Donc à un moment, les marques qui ne veulent pas nous parler quand il se passe ou les entreprises quand il se passe quelque chose de grave, je pense que ça leur dessert plus qu'autre chose. Parce que notre boulot, on n'est pas juge, hein, on n'est pas un tribunal, on est là pour informer. Donc voilà, on est Ouais, là mais pour essayer de faire parler tout le monde. j'ai eu une discussion un peu similaire avec un proche, où on écoutait l'actualité et on se disait: «Ah» et la personne en face de moi me disait: «Ah pourquoi, je comprends pas pourquoi on donne, la parole à ce genre de personnes et tout». Ce qui est peut-être dit sur le coup de l'émotion parce que sur l'instant, tu es en colère, ça Mmh. t'énerve d'écouter quelqu'un, enfin voilà et moi je me disais: «Mais bah non justement en fait, même les gens avec qui on n'est pas d'accord, il faut qu'on les écoute». Mmh. Alors, c'est pas parce qu'on les écoute qu'on valide ce qu'ils racontent, mais il faut qu'on sache qu'ils existent, en fait. Mais Sinon, tu on peux est pas totalement argumenter biaisé. contre. Voilà, Ce que ouais. tu disais En tout fait, à je veux l'heure dire, vas-y. pardon, ouais, enfin, parce que tout à l'heure, tu as dit un truc, Sur hem, les bulles? alors sur les bulles, mais aussi sur, qu'est-ce que toi tu détermines comme source fiable? Et je crois qu'effectivement ici on touche aussi à un point de, est-ce que ta source tu la détermines comme fiable parce que tu es d'accord avec elle? Ou est-ce que c'est une source fiable parce que tu as, je sais pas, balayé plusieurs critères, qui font que, oui, c'est une source fiable? Parce que, enfin, moi je le vois aussi, même en fait, dans la recherche, bon, en histoire de l'art, parce que c'est finalement ce que je connais le mieux, mais des fois, tu as des auteurs qui tendent à, citer toujours les mêmes sources, parce qu'elles leur sont familières et parce que si elles appuient vraiment, leurs propres hypothèses, mais il y a jamais vraiment de contradictoire ou au Mmh. contraire, il y a, une descente de certaines sources parce que, on juge que de toute façon, c'est inutile. Alors que, là où il y a un équilibre justement des je trouve, des sources. Je sais pas si je m'exprime vraiment bien, mais en gros, par exemple, moi je travaille sur, les sculptrices, mais je travaille pas que sur les sculptrices, je travaille aussi sur les sculpteurs. Donc je lis aussi des livres qui ne parlent que de sculpteurs, par exemple. Parce que ça enrichit aussi, enfin voilà, mes propres hypothèses, notamment sur les stéréotypes de genre et ce genre de choses. Mais quand on parlait justement de l'accès à l'information sur internet,
Et ce qui, à mon avis aussi, est à l'origine de ces bulles, c'est que des fois, tu vas te dire de tel ou tel journaliste: «Je suis d'accord avec elle, c'est une source fiable». Enfin, je sais pas si on saisit ce que Si, Est-ce si. que, est-ce que ça serait pas aussi un peu la différence, enfin la subtile différence entre fiabilité et confiance? Parce ouais, que tu vas écouter mmh, quelqu'un, une source en laquelle tu as confiance, ouais, avec plus de crédit, alors que l'autre, tu sais qu'a priori, il a un meilleur CV, un meilleur parcours, en tout cas en termes d'expérience qu'il aurait vécu pour parler mmh, d'un sujet, heu, mais en fait, tu le connais pas, donc qu'est-ce que tu en sais que cette personne-là, est pas en train, de te bobarder, même si a priori il sait? Parce que finalement, il y a un truc, c'est que sur le déclaratif, quelqu'un peut aussi te mentir sciemment aussi. Enfin, Tout le monde il y a peut te aussi le mentir sciemment, oui, mensonge. c'est sûr. Ouais, Ouais, mais donc justement, enfin, tu vois, c'est là aussi où faut faire attention aussi dans quel domaine tu es, parce que, par exemple, dans le domaine scientifique, hem, tu pas censé faire confiance au chercheur ou à la chercheuse, mais la confiance doit pas être personnelle, mais doit venir, en fait, de ses travaux et c'est pour ça que moi, enfin, je le répète assez souvent, mais moi, j'aime bien les notes de bas de page et souvent, c'est la première chose que je vais voir avec la bibliographie utilisée. C'est si la personne va citer, des travaux récents, même de chercheurs concurrents, si la personne va aussi citer, des sources, telles que des masters ou des thèses pas encore, publiées, par exemple. Ce qui montre que la personne va quand même chercher, l'information, de la façon, la plus pointue et ne se contente pas juste, de citer, mmh mh. ses potes, quoi. Mais Ouais. c'est moi j'aime bien, c'est un peu ce que tu viens de dire, enfin, de toute façon je t'aime tout court, mais c'est l'idée que, tu vois, quand par exemple, moi j'ai l'impression que je suis un peu en formation continue, de la vie, j'ai envie de dire, mais dans nos métiers, quand je lis, une étude de cas, quand j'écoute une conférence, quand je lis un article, un post de blog ou de LinkedIn ou peu importe, il y a un moment où j'ai besoin d'identifier si cette personne me donne son avis ou si elle me donne ses conclusions. Et parfois, je pense que les gens ont même pas vraiment conscience, Ouais, Non. parce que c'est humain, quoi, c'est la vie, bah, il y a un Mmh. truc que tu penses, voilà, tu penses que c'est comme ça et ton expérience, tu as en effet, que, ton avis est plus orienté de cette manière, tu penses que c'est ta conclusion, mais en fait, en vrai, tu es pas mature dessus, mais tu en sais rien. Tu es ouais, pas mature dessus et peut-être que, ta vraie conclusion, elle arrivera plus tard, enfin voilà, c'est pour ça que, une thèse peut durer aussi des années parce que c'est ça. et heureusement quelque part et c'est son rôle en fait à la thèse de durer des années. Julie, quand tu faisais de l'audiovisuel, c'était son rôle à ce que tu produisais, d'être fait en rapidement parce qu'il fallait sortir des trucs rapidement pour une audience et voilà, chaque Oui. timing a ses contraintes Mais et après ouais. sur la question de qu'est-ce qui est une à quel moment tu termines ta source comme étant une source fiable, à quel moment tu fais confiance. Nous, en tant que journaliste, notre rôle, c'est pas de dire: «Voilà la vérité», notre rôle, c'est de dire: «Voilà les faits, faites-vous votre propre vérité à partir de tout ce qu'on peut vous donner». Ça, c'est vraiment le principe d'un article, que ce soit sur un temps court ou sur un temps long et derrière, qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir, je reviens sur ce que disait Eva sur le côté scientifique, qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir de parler d'une étude ou pas? C'est aussi sa validation par les pairs. Les pairs, ils vont pas forcément valider la conclusion de l'étude, ils vont valider la méthodologie. Et c'est tout le débat qui a eu lieu autour Mmh. de Didier Raoult sur son traitement du Covid, et cetera, et sur sa méthode de faire et du fait que dès lors qu'un malade arrivait en phase où il devait être sédaté, mis dans le coma ou autre, en fait, il sortait de l'institut. De fait, ça biaisait son étude par rapport à ces chiffres, tout cet élément-là. C'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qui fait qu'une étude est une bonne étude et donc on peut considérer que ses résultats sont fiables. C'est une question de méthodo. Et cette méthodo, si on ne nous la donne pas, si elle n'est pas appuyée, c'est comme les notes de bas de page, si on n'a pas si on ne sait pas comment la personne a procédé pour arriver à cette conclusion, pour moi, c'est un problème. Et je vois des gens sur Internet proposer des formations, s'auto-improviser expert d'un sujet, proposer des formations, citer un livre, donc lire un passage d'un livre d'une autre personne. Donc en fait, ils name drop le nom de quelqu'un, ils prennent un expert du sujet. Et ils ne vont pas citer les études à laquelle cette personne fait référence dans son livre, mais une petite citation de la personne qui en fait est une sorte d'avant-propos, de résumé un peu amalgame, un peu vendeur aussi. Et pour moi, c'est un peu problématique. Et aujourd'hui, on trouve beaucoup de contenu sans aucune validation de méthodo. Alors je suis C'est ça en désolée, fait qui devrait. je vais être très dure.
je vais être très dure, mais pour moi, les personnes qui ne savent pas identifier une source dans nos métiers de créateurs de contenu en général, pour moi, c'est de la pure incompétence. Voilà, Oui, mais ces je personnes ont le vais le même, dire. non, mais c'est vrai, Voilà, mais elles ont le même niveau de parole que nous quelque part aujourd'hui. exactement, mais je le dis très franchement, pour moi, c'est de l'incompétence. Oui, oui. Parce que C'est de les créateurs ou l'incompétence, ouais. créatrices de contenu, tu vois, même enfin, sur n'importe quel support, que tu sois sur Instagram ou sur Mmh. Twitter, à un moment, il faut aussi citer quels sont les travaux en cours sur tel ou tel sujet. Ouais et puis c'est surtout Pas si tu avancer, tu vois? l'assumes pas. Ouais. Tu peux dire: «Ceci est mon avis, ceci est mon point de vue, ceci est quelque chose que j'ai constaté en faisant ceci, cela, j'y ai passé que 3 heures, c'est les prémices de peut-être d'autres réflexions plus tard». Tu peux le dire. Tu peux être transparent là-dessus, dire que oui, c'est biaisé, mais c'est ce que j'ai constaté parce que c'est une expérience et une expérience vaut aussi quelque chose. Oui. Mais c'est Mais pas le vaut la en c'est expérience, tu la c'est pas la pondères vérité. pas de la même manière, quoi. Mmh. Oui. Et vraiment, moi, c'est un truc, je pense que, ouais, le fait de pas savoir faire cette différence quand tu produis de l'information, quand tu produis du contenu, de ne pas savoir assumer ces choix-là, Mmh. pour moi, c'est de l'incompétence et voilà et je suis désolée de ça, quoi. Je suis désolée. Parce que typiquement, moi qui produis, par exemple, du contenu pour des marques, pour des entités, je sais qu'ils sont biaisés. Je sais que derrière, c'est pour promouvoir quelque chose et cetera, mais je le sais, quoi. Je vais pas faire croire que c'est une valeur que ça a une valeur encyclopédique. Je vais faire le meilleur que je puisse, je vais faire tous les efforts possibles pour aller chercher des sources, pour aller faire, les croisements que je veux, pour aller, faire relire et cetera. Je vais faire tous les efforts que je peux, mais je sais que l'objectif derrière est autre. Je sais que c'est pas de Mais l'information. tu as une limite Même parce que si du coup, j'essaye de ouais. tu iras pas parler de sources qui vont à l'encontre de ton client quelque Voilà, part. elles Ouais. sont triées aussi les sources. Elles Mmh sont mh. bien sûr, elles Oui, sont triées et en général mais ça, c'est une conscience professionnelle et personnelle, qui nous, en fait, en tant qu'agence, on fait aussi ce choix que si ce sont des gens, on laisse le client décider parce qu'on est prestataire, c'est pas nous, en fait. C'est pas à nous de décider, pour eux, des choses. C'est à eux de prendre leurs propres décisions stratégiques. Après, on les conseille, on leur dit: «Ce truc-là peut être interprété de telle manière, ce truc-là de telle manière. Maintenant, c'est vous qui gérez». Par contre, nous, on se dédouane, on dit: «Bah, vous avez dit cela», quoi. Et en termes de compétences, justement, de tri d'informations, de création, de rédaction de contenu, heu, pour moi, c'est hyper important parce que, nous, ce qu'on publie, même si, c'est le client à la fin qui publie et cetera, enfin, on est responsable, quoi, juridiquement, on a une forme de responsabilité. Il y a quelqu'un qui a validé à un moment donné. Là, très récemment, par exemple, enfin, très récemment, il y a 1 an, ce qui est dans la vie de ma boîte est très récent, en fait, mais nous, on a des contrats de prestation en tant que producteur de contenu. On a des contrats de prestation et par exemple, il y a j'ai établi une certaine clause dans nos contrats qui est qu'à partir du moment où la chose elle est en ligne, c'est qu'elle a été publiée et validée par le client, donc c'est lui qui prend la responsabilité. d'accord. Voilà. Parce que, c'est pas moi qui ai cliqué, quoi et je fais en sorte vraiment que ça soit jamais nous, en tant que prestataires, qui cliquons sur le truc «mettre en ligne» et on a eu un client comme ça, qui a voulu changer la clause en disant que si jamais, quelqu'un portait plainte contre un des trucs, cités pour, diffamation ou pour, n'importe quoi d'autre, que ce soit nous, en tant que prestataires, heu, qui soit responsables et qui en plus prennent en charge les frais juridiques sans limite. Et Ouh. du coup et sauf que la clause était écrite de sorte que ça concernait tout le site internet. Donc ça veut dire qu'un truc qui a été écrit par un autre prestataire ou par le client lui-même, 4 mois plus tard ou un truc qu'il a validé, que nous on a livré, qu'il a modifié, en fait on était responsable quand même. OK, bon délire, quoi. Et là, voilà, en fait derrière tout ça, derrière je pense qu'il y a aussi un côté, où derrière l'autorité la je pense qu'on va ça va peut-être être la conclusion parce que ça fait longtemps que les gens nous écoutent, mais il y a ce côté où ne pas oublier que ce que nous publions, ce que nous sélectionnons, ce que nous mettons en ligne, on a une part de responsabilité là-dedans, quoi. Et je veux dire, essayons au moins de faire le mieux possible. Après, bien sûr, on sera tous biaisés, on a tous nos expériences, on a tous, notre humeur du moment, on peut pas encadrer telle personne, mais au moins on essaye en fait d'être le plus impartial possible, même en sachant que c'est totalement impossible.
En diffamation, il y a une clause qui est la clause de bonne foi, qui fait que quand un juge évalue est-ce qu'on a diffamé ou pas, ce qu'il va aussi prendre en compte, c'est est-ce qu'on a diffusé cette information parce qu'on pensait de bonne foi qu'elle était vraie et parce qu'on ne voulait pas nuire à l'autre, mais parce qu'on pensait que l'information était nécessaire. Et c'est ça, en fait, cette clause de bonne foi. Oui, on fera des erreurs, bien sûr, on en fait tous et toutes. Et la question derrière, c'est est-ce qu'on l'a fait pour tromper volontairement des gens ou Mmh. pas? Et Mmh. c'est juste ça, en fait, finalement. Oui, ou pour En se fait, donner une voix ou un truc supplémentaire alors qu'on peut pas être spécialiste de tout non plus et qu'on a quand même besoin d'autres sources, en fait. Tu peux pas mmh, être spécialiste de tout un champ, par C'est exemple. pas possible. ouais. Donc je vais conclure, par, cette belle phrase. Enfin, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit belle. Mais en gros, faisons notre travail, cherchons les sources, croisons-les. On sait pas tout, mais au moins, allons pas mentir aux gens. Oui, bravo! Attendez, je vais mettre le clapping, pour nos auditeurs. Ouais! J'espère qu'ils apprécieront. Ah non, j'ai relancé. Zut! Oh là là, je suis régisseuse Bon, débutante c'est bon. encore. Merci Eva, merci Julie pour Merci. votre intervention, pour être restée Merci. aussi longtemps au micro. Je suis ravie de vous avoir accueillis aujourd'hui. Eva, ton carnet hypothèse, on peut le retrouver sur hypothèse.org, il me semble. Ouais, ça s'appelle En un chez carnet, genre et histoire de l'art. GHDA. Descriptif, pas très beau, mais efficace. Efficace, très bien, ça va se retrouver facilement. Je te félicite pour tes qualités en référencement. Heu, Julie, Julie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Google. Sur Google. Non, Demande à sur Google. Twitter, tant que Twitter ne m'agacera pas trop. Sur Mastodon aussi, où j'ai créé mon compte pendant, mais que j'alimente assez peu. Sur LinkedIn. Globalement, c'est les 3 principales portes d'entrée pour voir un peu ce que je fais. Parce que en tant que pigiste, bah, je bosse sur différents projets. Donc, Les 3 si je les principales liste tous, sources, hein. on en a pour une demi-heure. Oh, Oh bah, on fera un épisode bonus si tu veux. Super. Très bien. en plus. En tout cas, merci à vous, merci aux personnes qui sont restées, jusqu'au bout de l'enregistrement. Bravo à elle. Je Ouais. Bravo à elle, bravo! Et puis, message global, restez hydratés et mettez de la crème solaire. Merci, c'est pareil.